Antoine Leclerc, un jeune homme de 25 ans, était né et avait grandi à Lyon, une ville dynamique et pleine de vie, où tradition et modernité coexistaient harmonieusement. Il avait toujours eu une relation très proche avec sa grand-mère, Marguerite Leclerc, une dame qui, aux yeux de tous, incarnait l'essence de la gentillesse et de la sagesse acquise avec le temps. Elle avait passé la majeure partie de sa vie dans cette même maison, une propriété modeste mais chaleureuse située au cœur de la vieille ville. Depuis son enfance, Antoine se souvenait de sa grand-mère comme d'une figure aimante, bien que toujours un peu distante, avec un air de mystère qu'il n'avait jamais complètement compris. Marguerite était du genre à préférer écouter plutôt que parler, et ses histoires sur le passé étaient toujours vagues, comme si elle omettait des détails importants. Pourtant, Antoine n'avait jamais profondément questionné sa grand-mère. Il la voyait comme une roche solide dans sa vie, quelqu'un qui avait survécu à des temps difficiles et qui méritait désormais la paix et le respect que la vieillesse apporte. À 85 ans, Marguerite est décédée paisiblement, laissant un grand vide dans le cœur d'Antoine et de toute la famille. Le deuil fut profond, mais le jeune homme savait que, tôt ou tard, il devrait faire face à la dure tâche de s'occuper de la maison et des biens de sa grand-mère. C'est alors qu'Antoine se retrouva chargé d'organiser la vieille maison où Marguerite avait passé des décennies. La maison elle-même était un mélange d'histoire et de nostalgie, avec des meubles anciens, des portraits de famille et des armoires remplies d'objets accumulés au cours de toute une vie. Pendant plusieurs jours, Antoine fouilla les affaires de sa grand-mère, se sentant plus proche d'elle à chaque nouvel objet qu'il découvrait. Chaque photo, chaque cahier semblait raconter un fragment de l'histoire qu'elle n'avait jamais complètement partagé. Cependant, un après-midi tranquille, alors qu'il fouillait dans les armoires de sa chambre, Antoine trouva quelque chose qu'il n'attendait pas. Au fond d'une armoire en bois, entre des vêtements anciens et des boîtes poussiéreuses, se trouvait une petite boîte en métal, verrouillée. La curiosité s'empara immédiatement de lui, et il sentit son cœur s'accélérer. Il était rare de trouver quelque chose dans la maison de sa grand-mère qu'il ne connaissait pas, et cette boîte mystérieuse semblait porter une sensation d'urgence. Après avoir fouillé quelques tiroirs, Antoine trouva la clé de la boîte. Avec des mains légèrement tremblantes, il l'ouvrit. À l'intérieur de la boîte, il y avait une lettre, soigneusement pliée. Le papier, déjà jauni par le temps, suggérait que cette lettre avait été écrite il y a de nombreuses années. Antoine prit l'enveloppe et vit qu'elle lui était adressée. Sa respiration devint plus lourde. Que voulait lui dire sa grand-mère? Et surtout, pourquoi cette lettre était-elle cachée? En ouvrant l'enveloppe et en commençant à lire, les premières lignes firent battre son cœur à tout rompre. La lettre n'était pas le genre de message affectueux et tendre que l'on s'attendrait à recevoir d'une grand-mère. Il n'y avait pas de mots de réconfort, d'adieu ou d'amour. Au lieu de cela, ce qu'il trouva était quelque chose de complètement inattendu, un récit du passé sombre de Marguerite, un passé que personne n'aurait jamais pu imaginer. Alors qu'Antoine continuait à lire la lettre, il ressentit un mélange d'incrédulité et de choc. Ces mots, écrits avec le soin habituel de sa grand-mère, révélaient une vie qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Marguerite, la femme qu'il connaissait comme une grand-mère tranquille et réservée, avait été des décennies plus tôt une figure centrale d'une puissante organisation criminelle en France. La lettre commençait par expliquer comment, dans les années 1960, Marguerite s'était impliquée dans un groupe mafieux opérant principalement dans le sud de la France. Elle était jeune à l'époque, une femme intelligente et ambitieuse, mais pour des raisons qu'Antoine ne comprenait pas encore complètement, elle était tombée entre les griffes de ce dangereux monde souterrain. Le nom Claude apparaissait pour la première fois dans la lettre, mentionné comme une figure clé, quelqu'un qui avait introduit Marguerite dans ce monde de crimes, de trafic et de corruption. Antoine sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. La personne qu'il avait idolâtrée pendant si longtemps, qu'il croyait être la personnification de la bonté et de la droiture, était maintenant décrite comme quelqu'un qui avait dirigé des opérations dangereuses, pris des décisions impensables et, peut-être, commis des crimes graves. Mais, à mesure qu'il lisait, la lettre commençait à révéler quelque chose d'encore plus complexe. Marguerite n'était pas simplement une pièce passive dans ce jeu. Elle était devenue l'une des principales figures du groupe, quelqu'un que les autres respectaient et craignaient. Elle était connue dans le milieu comme la renarde,
en référence à son astuce et à sa capacité à manipuler les situations à son avantage. Marguerite avait utilisé son intelligence pour gravir les échelons de l'organisation, devenant l'une des conseillères les plus fiables de Claude. Antoine dut s'arrêter un moment. Il se sentait étourdi. Comment sa grand-mère, la femme qui l'avait élevé avec tant de soin, avait-elle pu être une figure aussi influente et apparemment impitoyable? Le choc de découvrir cette version de Marguerite le fit remettre en question tout ce qu'il savait sur sa famille. Il se demanda pourquoi personne n'en avait jamais parlé, pourquoi ce secret avait été enterré si profondément. Cependant, à mesure qu'il poursuivait sa lecture, la lettre prit un ton plus sombre. Marguerite écrivait comment ce monde avait commencé à s'effondrer. Les tensions au sein de l'organisation criminelle avaient augmenté, et une trahison brutale avait conduit à la mort de Claude, tué par ses propres alliés. Le choc de cette trahison avait bouleversé Marguerite, qui avait vu sa vie s'effondrer sous ses yeux. Pour la première fois, elle s'était sentie vulnérable et effrayée. C'était comme si les illusions de pouvoir et de contrôle qu'elle entretenait depuis si longtemps avaient été détruites en un instant. C'est alors que Marguerite prit une décision drastique. Elle savait qu'elle ne pouvait plus continuer dans ce monde. Avec la mort de Claude et le chaos qui s'ensuivit, elle décida de fuir. Fuir tout, son passé, les personnes qui pourraient vouloir sa tête, et même elle-même. La lettre parlait de son regret, de la façon dont elle savait que ses choix avaient été mauvais, mais aussi de son incapacité à revenir en arrière. Fuir était la seule option. Antoine, maintenant totalement absorbé par la lecture, commençait à comprendre que cette fuite n'était pas seulement physique. Marguerite avait reconstruit sa vie à Lyon, s'était mariée, avait eu des enfants, mais n'avait jamais vraiment échappé aux fantômes de son passé. Ils étaient là, cachés dans l'ombre, tandis qu'elle s'efforçait de créer une nouvelle vie, une nouvelle identité. Après avoir terminé la lecture de la lettre, Antoine se sentit perdu. Ces mots avaient complètement transformé sa vision du monde. La femme qu'il croyait connaître avait mené une double vie, pleine de secrets sombres et de profonds regrets. Le poids du secret de Marguerite reposait maintenant sur lui, et Antoine ne savait pas comment gérer cette nouvelle réalité. Il passa les jours suivants à relire la lettre à plusieurs reprises, essayant d'absorber et de comprendre l'ampleur de ce qu'il avait découvert. Chaque fois qu'il lisait, il trouvait de nouveaux détails, de nouveaux indices sur la vie secrète de sa grand-mère. Le nom Claude, les crimes décrits, les sentiments de regret de Marguerite, tout semblait incroyablement réel et en même temps lointain. Comment était-il possible que sa grand-mère, la personne la plus proche de lui, ait caché quelque chose d'aussi énorme toute sa vie? Antoine commença à remettre en question toute son existence. Si Marguerite avait été capable de cacher quelque chose d'aussi grave, qu'y avait-il d'autre dans l'histoire de sa famille qu'il ignorait? Il se demanda également si cela expliquait une partie du comportement de sa grand-mère. Peut-être que cette distance émotionnelle qu'il avait toujours ressentie était liée au fardeau du secret qu'elle portait. Mais il y avait plus. La lettre était remplie de descriptions détaillées sur la vie de Marguerite dans la mafia. Il y avait des mentions d'opérations secrètes, de personnes qui pourraient encore être en vie et même de lieux, mais une autre partie, plus curieuse et persistante, sentait qu'il devait en savoir plus. Il devait comprendre complètement qui Marguerite avait réellement été. Alors que ses pensées s'accumulaient dans son esprit, Antoine réalisa que la charge émotionnelle de cette découverte devenait insupportable. Le secret de sa grand-mère était désormais son secret, et cela commençait à affecter son quotidien. Il devenait plus introspectif, plus distant avec les gens autour de lui. Ses nuits étaient remplies de pensées confuses et troublantes. Que devait-il faire de ces informations? Les partager avec sa famille? Chercher plus de réponses sur le passé de Marguerite? Ou simplement garder ce secret pour lui, comme sa grand-mère l'avait fait pendant tant d'années? Chaque jour qui passait, Antoine sentait qu'il était consumé par le poids de ce secret. Il savait qu'il devait prendre une décision bientôt, mais il ne savait toujours pas quelle voie choisir. Antoine ressentait le poids écrasant du secret que sa grand-mère lui avait révélé, ce qui le poussait à une nécessité urgente de chercher d'autres réponses. Il savait qu'il ne pourrait pas porter ce fardeau seul pendant longtemps. Après tout, ce secret ne concernait pas seulement Marguerite, mais aussi les origines de sa propre famille. Une histoire qui semblait maintenant remplie de mensonges, d'omissions et de mystères. Il devait en parler à quelqu'un qui avait un lien direct avec ce passé et pouvait éclaircir les parties encore obscures.
La première personne qui lui vint à l'esprit fut son père, Jacques, le seul fils de Marguerite. Jacques était un homme pratique, toujours concentré sur sa carrière et sur le maintien de l'unité familiale. Mais Antoine savait que, d'une manière ou d'une autre, son père pourrait en savoir plus sur le passé de sa mère que ce qu'il avait laissé transparaître au fil des ans. Peut-être que, à un certain niveau, Jacques avait découvert ou entendu quelque chose, ce qui le motivait à chercher des réponses directement auprès de lui. Un après-midi, sans prévenir, Antoine se rendit chez ses parents. Il trouva Jacques dans le jardin, s'occupant des plantes comme il avait l'habitude de le faire les week-ends. Il y avait une tranquillité apparente dans la routine de son père, et Antoine se sentit mal à l'aise en pensant qu'il pourrait troubler cette paix avec ce qu'il était sur le point de partager. Cependant, il savait qu'il n'y avait pas d'autre moyen de gérer cela. « Papa, il faut qu'on parle de mamie Marguerite », commença Antoine hésitant. Jacques leva les yeux, essuyant ses mains sur son pantalon. « Qu'y a-t-il à dire, Antoine ? Je sais que sa maison te rappelle beaucoup de souvenirs, mais il est temps de tourner la page maintenant. » Une lettre. Elle était impliquée dans des choses dangereuses. Elle faisait partie d'une mafia. Antoine remarqua que son père était devenu rigide, comme s'il en savait plus qu'il n'était prêt à admettre. L'absence de mots, la rigidité des gestes, tout indiquait que Jacques savait quelque chose. Peut-être pas tous les détails, mais suffisamment pour ne pas être complètement surpris. « Je ne veux pas en parler, Antoine, » dit enfin Jacques, d'une voix ferme et définitive. « Certaines choses doivent être laissées dans le passé. J'ai toujours soupçonné qu'il y avait quelque chose dans son passé, mais je n'ai jamais voulu creuser. C'était ma mère, et quoi qu'elle ait fait, cela ne change pas ce qu'elle a été pour moi, pour toi. Elle a laissé tout ça derrière elle. Elle a fui un monde de crimes et de dangers. Et tu n'as jamais pensé que cela pourrait revenir un jour ? » Il sentait que son père enfouissait délibérément la vérité, protégeant le souvenir de Marguerite au détriment de l'honnêteté. Mais ce que Jacques avait dit éveillait aussi un doute en Antoine. Marguerite avait-elle vraiment fui par regret, ou simplement pour survivre ? Décidé à ne pas abandonner, Antoine retourna à la maison de sa grand-mère. La réaction de son père, le silence délibéré, ne fit que l'encourager à creuser plus profondément. Il savait qu'il y avait quelque chose de plus, quelque chose que Marguerite n'avait pas écrit dans la lettre, peut-être par peur ou par honte. Son passé était d'une manière ou d'une autre enregistré dans cette maison, et Antoine était déterminé à trouver plus de réponses. La vieille maison de Marguerite était un véritable coffre de souvenirs. Chaque pièce gardait des traces d'une longue vie et, apparemment, double. Antoine passa des heures à parcourir chaque armoire, chaque boîte de documents et photos anciennes, essayant de trouver la moindre piste qui pourrait ajouter plus de détails à ce qui avait été révélé dans la lettre. Bien qu'il ait déjà fouillé la plupart des affaires de sa grand-mère, cette fois, il se concentrait sur la recherche de quelque chose de plus spécifique, quelque chose qui était caché à la vue, mais qu'il pourrait maintenant reconnaître comme faisant partie d'un puzzle beaucoup plus vaste. Ce fut au fond d'une des armoires de sa chambre qu'Antoine trouva une vieille boîte en bois, couverte de poussière et clairement oubliée depuis longtemps. À l'intérieur de la boîte, il trouva une collection de photos et de papiers. Les photos étaient anciennes, en noir et blanc, montrant sa grand-mère alors qu'elle était encore jeune, dans les années 1960. Une photo en particulier attira son attention. C'était une image de Marguerite à côté d'un groupe d'hommes, tous avec un air sérieux et intimidant. Ils se tenaient dans un environnement qui ressemblait à une vieille maison de campagne, et bien que Marguerite souriait, il y avait quelque chose d'inquiétant dans cette image. Au verso de la photo, un nom était écrit à la main. Claude. Le même Claude que sa grand-mère avait mentionné dans la lettre. L'esprit d'Antoine se mit à tourner. Qui était cet homme ? Quelle était la nature de sa relation avec sa grand-mère ? Et plus important encore, quel était le rôle de Marguerite dans ce groupe ? Antoine continua à examiner le contenu de la boîte. Parmi les papiers, il y avait des notes sur des lieux, des dates et même des sommes d'argent, comme s'il s'agissait de registres de transactions. Il sentit son sang se glacer en réalisant que ces papiers étaient probablement des preuves des opérations illicites dans lesquelles Marguerite avait été impliquée. Elle avait gardé tout cela caché, comme un rappel silencieux du monde dont elle avait fui. Mais pourquoi garder cela ? Serait-ce une façon de se souvenir de ce dont elle avait échappé ? Ou peut-être comme une protection contre ceux qui pourraient vouloir la voir morte ?
Alors qu'il feuilletait les papiers, Antoine commença à se sentir dépassé. Il avait découvert quelque chose de bien plus grand qu'il ne l'avait imaginé. Marguerite n'était pas seulement une petite pièce dans une organisation criminelle. Elle semblait avoir un rôle central, impliqué directement avec des personnes influentes dans le milieu criminel. Maintenant, le nom de Claude était plus présent dans son esprit, et il savait qu'il devait découvrir qui était cet homme. Avec la photographie et les documents en main, Antoine sentit qu'il commençait à assembler les pièces du puzzle. La figure de Claude, qui n'était auparavant qu'un nom mentionné dans la lettre, prenait maintenant un rôle beaucoup plus significatif. Qui était cet homme qui avait changé la vie de sa grand-mère de manière aussi drastique? Quelle était exactement l'implication de Marguerite? Tout d'abord, il se rendit dans les bibliothèques locales à Lyon, consultant des archives anciennes, des journaux de l'époque et tout document qui pourrait mentionner Claude ou sa grand-mère. Ce fut un processus long, frustrant, à bien des égards, mais Antoine était persévérant. Il savait que le nom de Claude Beaulieu avait de l'importance et il ne fallut pas longtemps avant qu'il ne trouve sa première grande piste. Dans un vieux journal, daté de la fin des années 1960, Antoine trouva un titre qui le fit s'arrêter net. Claude Beaulieu, chef d'un réseau criminel démantelé à Marseille. L'article décrivait Claude comme l'un des principaux noms du crime organisé dans le sud de la France à cette époque. Il dirigeait une opération impliquant trafic de drogue, armes et une série d'autres crimes. Antoine sentit un frisson en lisant le nom et les descriptions, reliant chaque détail aux révélations faites dans la lettre de Marguerite. La lecture de l'article apporta plus de clarté, mais aussi plus de questions. Claude Beaulieu n'était pas simplement un criminel quelconque. Il était l'un des grands noms du milieu français, quelqu'un qui commandait un réseau étendu de criminels. Antoine commençait à réaliser l'ampleur réelle de ce qu'il découvrait. Sa grand-mère, Marguerite, qu'il avait toujours connue comme une femme réservée et pacifique, avait été impliquée avec cet homme, et selon toute vraisemblance, pas comme une simple complice. Elle avait été une partie centrale de ce monde, aidant à orchestrer des opérations et à maintenir le contrôle de l'empire criminel. Mais l'histoire de Claude ne s'arrêtait pas là. L'article mentionnait qu'après un coup interne à l'organisation, Claude avait été trahi et tué par ses propres hommes. La connexion avec la lettre de Marguerite devenait encore plus évidente. Elle avait fui après la mort de Claude, sachant que son temps était également compté. Si elle était restée, elle aurait probablement été la prochaine victime. Alors qu'Antoine assimilait tout cela, il sentait que la recherche de réponses était loin d'être terminée. Maintenant qu'il savait qui était Claude, il devait en apprendre davantage sur le rôle spécifique de sa grand-mère dans ce monde sombre. Il y avait une partie de Marguerite qu'il ne comprenait toujours pas complètement, quelque chose qui le poussait à se demander comment elle avait pu s'impliquer avec quelqu'un comme Claude Beaulieu et en même temps reconstruire sa vie en tant que femme apparemment irréprochable. La découverte de Claude Beaulieu ébranla profondément Antoine. Sa grand-mère, Marguerite, n'était pas seulement une figure marginale dans une organisation criminelle. Elle avait été directement impliquée avec l'un des plus grands chefs de la mafia française. Le nom de Marguerite, connu de lui comme un symbole de bonté et de droiture, était maintenant lié à un monde souterrain sombre et dangereux. Antoine ne pouvait toujours pas concilier l'image de la femme qu'il avait élevée avec cette nouvelle révélation. Décidé à en découvrir davantage, Antoine plongea encore plus profondément dans les recherches sur le passé de Claude et, par conséquent, sur le rôle que sa grand-mère avait joué dans ce monde. À chaque nouveau document, à chaque article de journal qu'il trouvait, la complexité de la vie de Marguerite devenait plus évidente. Marguerite, connue dans le milieu comme la Renarde, n'était pas seulement une complice de Claude. Elle était l'une des dirigeantes stratégiques de l'organisation, quelqu'un dont l'intelligence et la ruse avaient permis à Claude de maintenir le contrôle sur plusieurs opérations illégales pendant des années. Elle s'occupait de la logistique, des contacts, et, selon certains récits, était la principale responsable du maintien des alliances et de la garantie que les affaires continuaient de prospérer, même face aux menaces constantes des autorités et des factions rivales. Antoine trouva des récits d'opérations secrètes que sa grand-mère avait coordonnées. Cela impliquait la contrebande d'armes, le trafic de drogue et même le blanchiment d'argent à grande échelle. Le plus choquant était de réaliser qu'au fil des années où elle avait été impliquée, Marguerite n'avait jamais été attrapée. Elle était prudente, méticuleuse, gardant toujours un profil bas,
ce qui lui permettait de rester dans l'ombre tandis que Claude et d'autres recevaient l'attention des autorités. Cela expliquait pourquoi, jusqu'à présent, sa grand-mère n'avait jamais été mentionnée publiquement comme faisant partie du milieu criminel. Alors qu'Antoine continuait à enquêter, il se heurta à quelque chose d'encore plus inquiétant, des récits de violence. Bien que Marguerite ait été principalement une stratège, il y avait des moments où elle-même avait agi avec brutalité pour protéger l'organisation. Il y avait l'histoire d'un informateur qui avait été découvert et qui avait disparu peu de temps après une rencontre avec la renarde. Ce côté de Marguerite était complètement inconnu d'Antoine. Il n'aurait jamais imaginé qu'elle soit capable d'actes aussi extrêmes, mais là se trouvait la preuve, claire et indiscutable. Antoine était perturbé. Comment pouvait-il réconcilier l'image de sa grand-mère, une femme aimante qu'il avait élevée, avec la femme qu'il découvrait être, une figure redoutée et respectée dans le milieu criminel? À chaque nouvelle découverte, il s'enfonçait davantage dans le doute et la confusion. Pourtant, il savait qu'il devait continuer, car il sentait qu'il ne faisait que gratter la surface de la vérité. À mesure que les révélations sur le passé de sa grand-mère devenaient plus claires, Antoine commença à comprendre pourquoi Marguerite avait fui. L'organisation de Claude Beaulieu n'était pas seulement un réseau de criminels, c'était une structure complexe de pouvoir et d'influence, impliquant non seulement des membres de la mafia, mais aussi des figures politiques, des policiers corrompus et des hommes d'affaires qui bénéficiaient des opérations illégales. Lorsque Claude fut trahi et tué, toute cette structure commença à s'effondrer, et Marguerite réalisa qu'il n'y avait plus moyen de maintenir l'illusion de contrôle. La lettre que Marguerite avait laissée à Antoine mentionnait la trahison de Claude de manière subtile, comme si le simple fait de rappeler ce moment la faisait revivre l'angoisse. Elle décrivait comment, après la mort de Claude, les Alliés étaient devenus des ennemis, et les rues de Marseille, autrefois contrôlées par l'organisation, étaient rapidement devenues un champ de bataille. Marguerite savait que, si elle restait, elle serait la prochaine cible. Sans Claude pour la protéger et sans le respect qu'il imposait, elle était vulnérable. Ce fut alors qu'elle prit la décision qui allait changer sa vie pour toujours. Fuir. Elle savait que la seule façon de survivre était de disparaître complètement. Avec l'argent qu'elle avait accumulé au cours des années passées dans l'organisation, elle se cacha à Lyon, une ville assez grande pour qu'elle puisse se fondre dans la masse et assez petite pour éviter les regards curieux des anciens connaissances. Là, elle commença à zéro, effaçant toute trace de sa vie antérieure. Antoine pouvait imaginer ce que sa grand-mère avait ressenti en abandonnant tout ce qu'elle connaissait, essayant de construire une nouvelle vie à partir des décombres de son passé. Elle se maria avec un homme ordinaire, eut des enfants, et se consacra à créer une vie de respectabilité apparente et tranquille. Cependant, Antoine savait maintenant que malgré tous ses efforts, le passé de Marguerite n'avait jamais vraiment disparu. Elle portait le fardeau de ses actes chaque jour, et son silence sur le passé était, en réalité, une forme d'auto-punition. La lettre mentionnait comment même à Lyon, elle faisait encore des cauchemars avec les visages des personnes qu'elle avait trahies, avec les décisions qu'elle avait prises, et avec la violence qu'elle avait perpétrée pour se protéger elle-même et Claude. Fuir avait été une tentative d'échapper à tout cela, mais Antoine réalisait maintenant que sa grand-mère n'avait jamais vraiment échappé aux fantômes de son passé. Alors qu'il analysait davantage la vie de Marguerite après sa fuite, Antoine commença à mieux comprendre pourquoi elle était si réservée. Il se souvint de moments de son enfance où elle semblait perdue dans ses pensées, ou lorsqu'elle évitait certaines questions sur son passé. La femme qu'il connaissait n'était pas seulement une grand-mère distante, mais quelqu'un qui portait un profond fardeau émotionnel, qu'elle n'avait jamais partagé avec personne. Maintenant, avec tant d'informations en main, Antoine se sentait déchiré entre la nécessité de continuer à enquêter et la peur des conséquences que cette vérité pourrait apporter. Il faisait face à un dilemme moral et personnel qui semblait impossible à résoudre. Devait-il partager tout ce qu'il avait découvert avec sa famille? Était-ce juste de révéler le passé sombre de Marguerite et de détruire l'image que tous avaient d'elle? Ou devait-il suivre l'exemple de sa grand-mère et enterrer ce secret, permettant ainsi qu'elle soit rappelée comme la femme qu'il connaissait et non comme la figure redoutée du milieu criminel? Antoine passa plusieurs nuits sans sommeil, à réfléchir aux implications de ses choix. S'il disait la vérité, sa famille serait dévastée. Son père, Jacques, surtout, qui avait déjà montré des signes qu'il savait quelque chose, mais avait choisi le silence,
pourrait ne jamais lui pardonner de révéler ce qui avait été si longtemps caché. Ses oncles et cousins, qui avaient toujours admiré Marguerite, verraient aussi leurs souvenirs d'elle s'effondrer. D'un autre côté, le poids de garder ce secret semblait écrasant. Antoine savait que, s'il conservait la vérité pour lui, il porterait le même fardeau que sa grand-mère avait porté toute sa vie. Le silence l'avait détruit émotionnellement, et il craignait que la même chose ne lui arrive. Il commençait déjà à ressentir les effets de cette responsabilité dans sa vie quotidienne. Il s'éloignait de ses amis, évitait les conversations avec sa famille, et passait de longues périodes isolé, essayant de traiter tout ce qu'il avait découvert. Antoine se demandait également s'il avait le droit de cacher la vérité. L'histoire de Marguerite faisait partie de l'histoire de sa famille, et cacher ces faits pourrait être perçu comme une trahison à la vérité et à la mémoire. Mais il savait aussi que la vérité, souvent, apporte des conséquences dévastatrices, et peut-être que dévoiler le passé de Marguerite serait plus destructeur que rédempteur. Chaque jour qui passait, Antoine se sentait plus prisonnier de ce conflit intérieur. Il essayait de continuer sa vie normalement, mais le secret le hantait à chaque instant. Il savait que, tôt ou tard, il devrait prendre une décision. Et cette décision changerait non seulement la façon dont il voyait sa grand-mère, mais aussi le destin de toute sa famille. À mesure que les jours passaient et que le dilemme d'Antoine s'intensifiait, il commença à s'isoler de plus en plus. Les informations qu'il avait découvertes sur sa grand-mère commençaient à éroder son sens de l'identité. Il évitait les amis et la famille, passait des heures à revisiter la maison de Marguerite, fouillant plus d'objets anciens, essayant de trouver des indices qui clarifieraient ce qu'il devait faire avec tout cela. Son obsession pour le passé de sa grand-mère avait créé une barrière invisible entre lui et le présent. C'est pendant l'un de ces jours, où Antoine se trouvait une fois de plus dans la maison de Marguerite, perdu dans ses pensées, que quelqu'un frappa à la porte. Au début, il ignora, supposant que ce soit un voisin ou un employé du service public. Cependant, l'insistance du coup le poussa à abandonner son introspection et à marcher lentement jusqu'à l'entrée. En ouvrant la porte, il fut surpris de voir un homme plus âgé, avec des traits marqués par le temps. Il était bien habillé, mais il y avait quelque chose de rugueux dans son attitude. Quelque chose qui fit ressentir à Antoine un léger inconfort. L'homme sourit de manière tendue, ses yeux exprimant un mélange de curiosité et de reconnaissance. « Vous devez être Antoine, dit l'homme d'une voix profonde et sérieuse. Je m'appelle Henri. J'étais un vieil ami de votre grand-mère, Marguerite. Comment m'avez-vous trouvé ?» Henri semblait en savoir plus qu'il n'était prêt à révéler immédiatement. La mention qu'il était un vieil ami sonna étrange pour Antoine, étant donné que sa grand-mère n'avait jamais parlé de cet homme. Mais en même temps, il y avait quelque chose en lui qui le faisait croire qu'Henri pourrait avoir des réponses sur le côté caché de la vie de Marguerite. « Entrez, » dit Antoine, ouvrant la porte avec réticence. « Je pense que nous avons beaucoup à discuter. » Henri observait les alentours avec une expression nostalgique, comme si cette maison lui rappelait des souvenirs qu'il essayait de ressusciter. Antoine ne perdit pas de temps et alla droit au but. « Vous avez dit que vous connaissiez ma grand-mère. Que savez-vous d'elle ? Était une femme extraordinaire. Elle et moi, nous étions impliqués dans beaucoup de choses dans le passé. Certaines des choses qui ne sont pas faciles à expliquer. Elle faisait partie de quelque chose de très dangereux, n'est-ce pas ? Et moi, eh bien, je faisais partie de ce monde aussi. » Henri semblait hésiter, comme si le poids de ce qu'il était sur le point de révéler était trop grand. Il regarda Antoine avec un mélange d'empathie et de prudence, puis, après un long soupir, commença à parler. Marguerite était une femme brillante, Antoine. Intelligente, calculatrice, avec un esprit stratégique qui surpassait quiconque à cette époque. Quand Claude Beaulieu l'a rencontrée, il savait qu'il avait trouvé quelqu'un de spécial, quelqu'un qui pourrait l'aider à étendre son empire d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. Marguerite, cette figure presque inoffensive et discrète, semblait maintenant être un pilier fondamental d'une organisation criminelle. Claude était puissant, mais il n'était pas stratège. Il faisait confiance à Marguerite pour tout, continua Henri. Elle planifiait les routes de trafic, choisissait les meilleures façons de blanchir l'argent et, lorsque nécessaire, prenait des décisions difficiles pour protéger l'opération. Elle était respectée et crainte. La renarde, comme on l'appelait, savait être impitoyable quand c'était nécessaire.
Mais il y avait plus chez Marguerite, dit Henri avec un ton plus doux. Elle n'était pas seulement cruauté ou ambition. Au fond, elle était une femme qui s'était impliquée dans quelque chose de plus grand qu'elle ne pouvait contrôler. Claude l'a manipulée au début, utilisant son intelligence et son charisme pour l'attirer, mais avec le temps, elle a vu qu'elle était piégée. Les choses ont commencé à changer quand Claude est devenu plus violent, plus impitoyable, et elle a commencé à réaliser que, si elle ne quittait pas ce monde, elle finirait détruite comme tant d'autres. Il a été trahi par des gens de l'intérieur. Marguerite a tout vu s'effondrer. Quand Claude a été tué, elle savait qu'elle serait la prochaine si elle restait. Alors elle a disparu. Je l'ai aidée. C'était la dernière chose que j'ai faite pour elle. L'histoire qu'Henri racontait était bien plus détaillée et viscérale que tout ce qu'il avait lu dans la lettre. Henri semblait avoir été une pièce maîtresse dans la fuite de Marguerite, et selon toute apparence, il savait aussi beaucoup plus sur les dangers qui pourraient encore l'entourer, même après sa mort. Vous avez dit que vous avez aidé ma grand-mère à fuir. Cela signifie que les personnes qui voulaient sa mort la recherchaient encore, même après toutes ces années. D'autres se sont éloignés, ont vécu leur vie. Mais on ne peut jamais fuir complètement le passé, Antoine. Marguerite le savait. C'est pourquoi elle vous a laissé cette lettre. Elle voulait que vous compreniez que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est importante. Son esprit était rempli de nouvelles informations. Mais au lieu de clarté, il sentait qu'il s'enfonçait de plus en plus dans le dilemme de ce qu'il devait faire avec tout cela. L'histoire qu'Henri racontait dépeignait Marguerite comme une femme puissante, impliquée dans un monde de crimes et de trahison, mais aussi comme quelqu'un qui avait tenté de se racheter en fuyant et en laissant tout derrière elle. Pourtant, le passé ne l'avait jamais vraiment laissé en paix. Henri, quant à lui, semblait avoir fait la paix avec ce passé d'une manière qu'Antoine ne pouvait pas encore comprendre. Il avait accepté ce qu'ils avaient fait, ce qu'ils avaient vu, et comment tout s'était terminé. Mais pour Antoine, le poids de la décision de sa grand-mère restait une ancre, le maintenant entre deux réalités inconciliables, la femme qui l'avait élevé avec amour et la femme qui avait été impitoyable dans le monde du crime. « Pensez-vous qu'elle ait regretté ?» demanda enfin Antoine, brisant le silence. Henri réfléchit un instant. « Je pense que oui, mais son regret n'était pas simple. Elle savait qu'elle avait fait ce qu'il fallait pour survivre, mais cela ne l'empêchait pas de ressentir le poids des vies qui avaient été détruites. Quand elle a fui, ce n'était pas seulement par peur, c'était aussi parce qu'elle voulait une nouvelle chance, un moyen de se racheter même si elle ne pouvait jamais effacer ce qu'elle avait fait. Sa grand-mère n'avait pas simplement fui pour échapper à la mort, mais aussi pour tenter de reconstruire son humanité, pour s'éloigner d'un cycle de violence et de destruction qui avait consommé une grande partie de sa vie. Mais cette rédemption avait-elle été suffisante? Avait-elle réussi à trouver la paix dans les années qui suivirent? Antoine savait que la réponse à cela ne pouvait se trouver qu'en lui-même. Il devait décider de ce qu'il ferait avec les informations qu'il possédait maintenant. Révéler la vérité signifierait exposer le passé sombre de Marguerite, détruisant ainsi l'image que sa famille avait d'elle. Mais garder le secret le condamnerait à porter un fardeau similaire à celui qu'elle avait porté, une vérité qui le rongerait de l'intérieur. Henri l'observait en silence, comme s'il comprenait le conflit auquel Antoine était confronté. Peut-être avait-il lui-même affronté quelque chose de semblable dans le passé, lorsqu'il avait aidé Marguerite à disparaître. Ce que vous ferez à partir de maintenant, Antoine, doit être votre choix. Votre grand-mère savait que vous deviez affronter cette vérité seule. Elle vous faisait confiance pour faire ce qui est juste. Les jours qui suivirent la conversation avec Henri furent remplis d'un silence lourd pour Antoine. Chaque moment où il tentait de se concentrer, son esprit retournait aux détails sombres du passé de Marguerite. Bien qu'il ait commencé à accepter le fait que sa grand-mère n'était pas la personne qu'il pensait, la vérité qu'il possédait maintenant ne faisait que l'entraîner plus profondément dans un labyrinthe de secrets et de regrets. L'inquiétude le poussa à retourner une fois de plus à la maison de sa grand-mère, comme si cette vieille propriété cachait encore plus de réponses enfouies. Antoine avait déjà fouillé toutes les armoires, les tiroirs et les objets visibles, mais maintenant son intuition le poussait à chercher quelque chose de plus caché, quelque chose qui ne pouvait être trouvé qu'avec un regard plus attentif et déterminé. Cette fois, en inspectant un vieux miroir, il remarqua quelque chose d'étrange. Le cadre semblait légèrement lâche, comme s'il cachait quelque chose derrière.
Suivant son instinct, il tira soigneusement le miroir du mur et découvrit un coffre-fort encastré derrière lui. Le cœur d'Antoine s'emballa. Un coffre-fort secret, caché derrière un miroir. Que pouvait-il bien contenir? Il chercha la clé, et après un certain temps, il la trouva dans un tiroir avec d'autres effets personnels. Avec des mains tremblantes, Antoine ouvrit le coffre-fort et, à l'intérieur, trouva quelque chose qui lui fit sentir comme si le sol avait disparu sous ses pieds. Il y avait une somme importante d'argent organisée de manière méticuleuse. Avec l'argent, il y avait une liasse de lettres jaunies par le temps, des documents et une liste de noms. Antoine prit les lettres et commença à les lire, ses mains moites en feuilletant chaque page. Les lettres révélaient plus de détails sur le passé de Marguerite, sa relation avec Claude et les opérations qu'elle aidait à coordonner. Il y avait des détails sur des transactions financières, des schémas de blanchiment d'argent et des informations sur les personnes qui faisaient partie de l'organisation. Parmi les documents, un attira particulièrement son attention. C'était un contrat, signé par Claude Beaulieu et d'autres membres de l'organisation, mais avec le nom de Marguerite mis en évidence en tant que signataire. Ce document semblait formaliser son rôle dans l'empire de Claude, comme si elle était officiellement une associée, et non seulement une pièce auxiliaire. Cela solidifiait encore plus le fait que sa grand-mère était une figure centrale dans ce monde de crime, et non quelqu'un qui s'était impliqué par hasard. Mais ce qui laissa Antoine perplexe fut la liste de noms. En la parcourant, il reconnut certains noms qui apparaissaient encore dans les actualités modernes. Des personnes influentes dans la politique, les affaires et même le système judiciaire. L'héritage de l'organisation de Claude semblait s'être infiltré dans les plus hautes sphères de la société, et la présence de Marguerite parmi ces noms le faisait se demander jusqu'où allaient les ramifications de cette organisation. Antoine était submergé de questions. Cet argent, ces documents et cette liste signifiaient-ils que Marguerite avait gardé des contacts avec ces personnes tout au long de sa vie? Ou étaient-ils simplement des souvenirs qu'elle gardait pour se protéger, une sorte d'assurance contre un passé qui pourrait toujours revenir pour la hanter? Le coffre-fort avait révélé bien plus que ce qu'Antoine n'avait imaginé, et il commençait à se demander s'il devait continuer. Chaque nouvelle découverte semblait le pousser plus profondément dans ce gouffre de secrets et de vérités sombres. Il était de plus en plus conscient que, bien que Marguerite ait fui, la portée de l'organisation de Claude et ses liens avec le pouvoir n'avaient jamais vraiment disparu. Antoine était maintenant impliqué de manière inextricable dans cette toile. Parmi les lettres et les documents trouvés dans le coffre-fort, Antoine découvrit quelque chose qui, pendant un moment, interrompit son sentiment d'être immergé uniquement dans des trahisons et des crimes. Il y avait un ensemble de lettres que Marguerite avait écrites directement à Claude, au cours des années où elle faisait encore partie de l'empire criminel. Cependant, ces lettres n'étaient pas des correspondances typiques d'affaires. Elles étaient personnelles, remplies de sentiments, de doutes et même de regrets que Marguerite n'avait pas exprimés dans ses actions. Dans les lettres, Marguerite parlait de la manière dont, au début, elle s'était sentie attirée par l'aura de pouvoir et de contrôle que Claude exerçait sur ceux qui l'entouraient. Il était magnétique, charismatique, et pour une jeune femme intelligente comme elle, il semblait être la porte d'entrée à une vie d'opportunités et d'influence. Cependant, au fur et à mesure que les années passaient et que les opérations devenaient de plus en plus brutales, Marguerite commença à ressentir le poids de ses choix. Elle décrivait en détail douloureux comment elle voyait des vies détruites, comment elle avait été témoin de la destruction causée par les drogues et les armes qu'ils aidaient à faire passer. Le conflit interne qu'elle affrontait devenait plus clair à chaque nouvelle page. Bien qu'elle ait été l'une des têtes pensantes derrière les opérations, son cœur se corrodait de culpabilité. Marguerite ne pouvait plus concilier l'idée qu'elle aidait à construire quelque chose qui détruisait tant de vies. Elle mentionnait comment, parfois, elle rêvait de s'échapper mais ne voyait pas de sortie claire. Claude devenait de plus en plus violent et paranoïaque, et elle savait que, si elle montrait le moindre signe de faiblesse ou de regret, cela serait interprété comme une trahison. Les lettres révélaient que Marguerite avait passé des années à vivre dans la peur, piégée dans une toile qu'elle avait elle-même contribué à tisser, mais dont elle ne savait pas comment sortir. Ces lettres humanisaient Marguerite d'une manière qu'Antoine n'attendait pas. Pendant tout ce temps, il l'avait vue comme une femme divisée entre l'amour pour sa famille et la froideur calculatrice de sa vie antérieure. Mais maintenant,
Il voyait que, même pendant ces années dans l'empire de Claude, elle était hantée par des doutes et des regrets. Antoine se rendit compte que sa grand-mère n'était pas une figure unidimensionnelle. Elle était une femme qui avait été aspirée par un monde de pouvoir et de violence et qui, même quand elle semblait en contrôle, luttait intérieurement. Ces lettres montraient que derrière le masque de la renarde, il y avait une femme qui reconnaissait le mal qu'elle causait et qui, à un certain niveau, souhaitait s'échapper. Ce qui auparavant semblait être une fuite purement pragmatique, ressemblait maintenant à une recherche désespérée de rédemption. Pendant qu'Antoine lisait ces lettres, il commença à ressentir une plus grande compassion pour Marguerite. Bien qu'elle ait fait des choix terribles, elle était aussi une victime de ses propres décisions, prisonnière d'un cycle dont elle n'a pu sortir que très tard. Le dilemme moral auquel elle avait été confrontée résonnait en Antoine, car il se voyait maintenant lui aussi piégé entre révéler la vérité et protéger son héritage. Maintenant plus que jamais, Antoine savait qu'il devait prendre une décision. La vérité était devant lui, dans toutes ses couches complexes. Marguerite avait été une figure centrale dans l'empire criminel de Claude Beaulieu, mais elle était aussi une femme qui portait de profonds regrets et cherchait un moyen de se racheter. Avec toutes les lettres, documents et révélations qu'Henri lui avait fournis, Antoine était armé d'informations qui pouvaient détruire l'image de sa grand-mère pour toujours. Il savait que révéler tout cela à sa famille apporterait de la douleur. Son père, Jacques, qui avait déjà montré des signes de connaître une partie de l'histoire, serait forcé d'affronter la totalité de la vérité sur sa mère. Les autres membres de la famille, qui idolâtraient Marguerite comme une matriarche aimante et sage, verraient leur souvenir d'elle complètement anéanti. Antoine sentait qu'en exposant tout, il ne détruirait pas seulement l'image de sa grand-mère, mais mettrait également en péril la stabilité émotionnelle de sa propre famille. D'un autre côté, le poids de garder ce secret semblait écrasant. Antoine savait que Marguerite avait lutté avec ses propres fantômes pendant toute sa vie, et il craignait que, en cachant la vérité, il ne se condamne lui-même à vivre avec le même fardeau. Henri avait déjà suggéré que Marguerite avait confiance en lui pour faire ce qui était juste, mais qu'est-ce que cela signifiait être juste dans une situation aussi complexe? Le silence ou la vérité? Antoine passa des jours à réfléchir. Il retourna à la maison de sa grand-mère, relut les lettres encore une fois, revivant chaque détail de sa découverte. Les nuits étaient sans sommeil, pleines de pensées conflictuelles sur la justice, la protection et la vérité. Il se demandait ce que Marguerite aurait voulu. Elle avait fui pour essayer de recommencer, pour laisser le passé derrière elle. Cependant, en même temps, elle avait laissé cette lettre pour lui, révélant tout. Peut-être d'une certaine manière voulait-elle que la vérité soit connue, mais Antoine savait que cette révélation aurait un coût élevé. Un matin, un jour froid et nuageux, Antoine prit finalement sa décision. Il prit la lettre que Marguerite lui avait laissée, les documents, les lettres de Claude et les dossiers du coffre-fort, et les mit dans une boîte. Ensuite, il se rendit au cimetière où Marguerite était enterrée. Là, devant sa tombe, il resta de longues minutes en silence, ressentant simplement le poids de tout ce qu'il avait découvert. Avec des mains tremblantes, Antoine ouvrit la boîte et sortit la lettre. Il commença à la lire à haute voix, non pas comme une manière d'exposer sa grand-mère, mais comme une façon de dire adieu au secret qui le consumait maintenant. Il savait que cette vérité avait le pouvoir de détruire beaucoup, mais il comprenait aussi qu'il n'y avait pas de rédemption sans la reconnaissance de ce qui s'était passé. Lorsqu'il eut terminé de lire, Antoine referma la boîte, ressentant un étrange mélange de paix et de douleur. Il avait décidé qu'il ne révélerait pas tous les détails à sa famille. Certaines vérités étaient trop lourdes pour être portées par ceux qui ne les avaient pas demandées. Mais lui, maintenant, était en paix avec la complexité de sa grand-mère. Elle avait été une femme avec de nombreux côtés, avec des regrets et des choix difficiles. Et même avec ses erreurs, elle restait sa grand-mère. En se levant et en quittant le cimetière, Antoine savait que le fardeau serait désormais le sien, mais il comprenait aussi qu'en faisant son choix, il était enfin en paix avec l'héritage de Marguerite. Après avoir quitté le cimetière où il s'était silencieusement séparé du poids de toutes les révélations sur Marguerite, Antoine retourna à la maison familiale l'esprit plus léger. Cependant, il savait que son voyage émotionnel n'était pas complètement terminé. Bien qu'il ait décidé de garder certains secrets, cela ne signifiait pas qu'il pouvait continuer à vivre comme si rien ne s'était passé.
La décision qu'il avait prise au cimetière, au lieu de clore le conflit, apportait un nouveau défi. Comment aller de l'avant avec la connaissance qu'il possédait? Dans les jours qui suivirent, Antoine se distança des enquêtes et des documents qu'il avait trouvés. Il ne savait toujours pas s'il garderait tout pour lui ou s'il détruirait les papiers pour protéger la mémoire de sa grand-mère. Mais le principal dilemme était maintenant émotionnel. Il avait découvert des vérités troublantes et portait un fardeau que Marguerite lui avait laissé, mais, en même temps, Antoine ressentait un besoin croissant de reprendre sa propre vie, de se distancier des fantômes du passé. Ce conflit se manifestait dans de petits gestes. Il essayait d'agir comme avant, d'assister aux événements familiaux, d'interagir avec des amis, mais il y avait toujours une partie de lui qui restait distante. Quelque chose en lui avait changé, et sa famille et ses amis l'ont remarqué. Son père, Jacques, en particulier, commença à remarquer qu'Antoine était différent, plus introspectif, plus réservé. Jacques savait qu'il y avait quelque chose de plus que le simple deuil de sa grand-mère. Un jour, lors d'un déjeuner en famille, Jacques profita de l'occasion pour essayer de se rapprocher d'Antoine. Il avait toujours été un père attentif, mais peu intrusif, et comprenait que certaines choses avaient besoin de temps pour être traitées. Cependant, le changement chez Antoine était trop évident pour être ignoré. « Antoine, tu sembles distant ces derniers temps, » dit Jacques, avec une sincère inquiétude. « Je sais que la mort de ta grand-mère t'a bouleversé, mais il semble qu'il y ait quelque chose de plus, quelque chose que tu ne partages pas. Jacques, j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose dans la vie de ta grand-mère qu'elle préférait garder secret. Elle n'en parlait jamais ouvertement, et j'ai toujours respecté cela. S'il reculait, il garderait le poids pour toujours. Il opta pour un compromis. Elle a fait des choix difficiles, papa, des choses dont elle a probablement regretté par la suite. Mais au final, je pense que ce qu'elle voulait le plus, c'était nous protéger de ce qu'elle a été dans le passé. Et ta grand-mère a choisi d'être la femme qui nous a élevés, qui nous a aimés. C'est ce qui compte vraiment. Ce moment créa une nouvelle connexion entre père et fils, une compréhension que certains fardeaux peuvent être partagés en silence, sans besoin d'une exposition totale. Quelques semaines après la conversation avec son père, Antoine fut surpris de recevoir une lettre de l'avocat de Marguerite. La lettre l'informait qu'il restait un dernier souhait laissé par sa grand-mère, quelque chose qui devait être discuté en personne. Cela surprit Antoine, car il croyait avoir déjà découvert tout ce que Marguerite voulait qu'il sache. Il se prépara émotionnellement à la rencontre avec l'avocat, sans savoir à quoi s'attendre. Dans le cabinet d'avocat, une petite salle austère, Antoine rencontra l'avocat, un homme d'âge moyen qui semblait porter le poids de nombreux secrets dans ses yeux fatigués. Il le reçut cordialement et lui présenta une enveloppe scellée. « Voici le dernier testament de votre grand-mère Antoine », expliqua l'avocat. « Elle a laissé un dernier message spécifiquement pour vous ainsi que des instructions. À l'intérieur, il y avait une autre lettre de Marguerite, écrite avec la même écriture soignée qu'il reconnaissait dans les lettres précédentes. Mais cette fois, le ton semblait plus personnel, plus adressé à lui en tant que petit-fils, et non seulement en tant que porteur du secret de son passé. Mon cher Antoine, je sais que ce que tu as découvert a dû être difficile à accepter, et j'espère que tu as trouvé la force de comprendre que les choix que j'ai faits dans le passé, aussi mauvais soient-ils, ne définissent pas qui je suis devenu pour toi et pour notre famille. Je n'attends pas ton pardon, Antoine. La vérité était que je n'ai jamais pu me pardonner complètement moi-même. Mais ce que j'espère du fond de mon cœur, c'est que tu utilises ce que tu as appris avec sagesse. Ne laisse pas le poids de mes erreurs reposer sur tes épaules. J'ai choisi de te laisser ce secret parce que je savais que tu aurais la maturité pour y faire face de la bonne manière. Pas pour ce que les autres attendent, mais pour ce que tu sais être juste. Il y a une somme laissée pour toi dans un coffre-fort que j'ai confié à mon avocat. Il a les instructions pour y accéder. Cet argent est ce qui reste de mon ancienne vie. Je l'ai gardé comme une sorte d'assurance, au cas où le passé reviendrait pour me hanter. Mais maintenant, je veux qu'il serve à un meilleur usage. Utilise-le pour créer quelque chose de nouveau. Quelque chose qui symbolise une rupture avec le passé et le début de quelque chose de meilleur. Avec tout mon amour et mon espoir pour l'avenir, Marguerite. La lettre le toucha profondément, car elle montrait que Marguerite, jusqu'à ses derniers moments, portait le fardeau du regret, mais aussi l'espoir que son petit-fils pourrait utiliser la vérité de manière constructive.
L'avocat, observant la réaction d'Antoine, lui remit les instructions concernant le coffre-fort et la somme que Marguerite lui avait laissée. C'était une somme considérable, suffisante pour qu'Antoine puisse commencer une nouvelle entreprise, ou même faire une grande différence dans la vie des autres. Maintenant, Antoine avait non seulement le fardeau d'un secret, mais aussi la responsabilité de transformer ce qui restait de la vie de Marguerite en quelque chose de positif. Avec la lettre en main et l'argent de sa grand-mère disponible, Antoine savait qu'il avait une dernière tâche à accomplir. Marguerite lui avait laissé non seulement une fortune, mais aussi la responsabilité de décider quoi en faire, et bien qu'il ait traversé un long processus de deuil et d'acceptation, il voyait maintenant clairement que la meilleure façon d'honorer l'héritage de sa grand-mère était d'utiliser ce qu'elle lui avait laissé pour réécrire la fin de son histoire. Antoine décida que la meilleure façon de rompre avec le passé serait d'aider d'autres personnes à ne pas tomber dans les mêmes pièges que Marguerite avait rencontrés. Il utilisa une partie de l'argent pour fonder une organisation à but non lucratif destinée à aider les jeunes en situation de risque, offrant éducation, opportunités d'emploi et orientation pour qu'ils ne soient pas attirés par le monde du crime. L'organisation fut baptisée Le Renouveau, symbolisant le nouveau départ qu'Antoine voulait offrir à d'autres personnes. Il voyait en cela une forme de rédemption, à la fois pour lui et pour sa grand-mère. Marguerite, de son vivant, n'avait pas pu se pardonner complètement, mais à travers ce projet, Antoine espérait que le bien qu'il ferait pourrait effacer, d'une certaine manière, les tâches du passé. Le temps passa, et l'organisation commença à croître. Les jeunes qui, auparavant, ne voyaient pas d'avenir dans leur vie trouvaient maintenant un chemin d'espoir. Et à chaque histoire de réussite, Antoine sentait qu'il accomplissait la mission que Marguerite lui avait confiée. Il gardait le souvenir de sa grand-mère vivant dans son cœur, non pas comme la femme qui faisait partie de l'empire de Claude Beaulieu, mais comme quelqu'un qui, malgré ses erreurs, avait choisi la rédemption pour elle-même et pour sa famille. Et avec le temps, Antoine trouva sa propre paix. Il savait que la vérité, aussi difficile soit-elle, trouverait toujours un moyen de se manifester. Cependant, il savait aussi que son choix, de ne pas laisser le passé sombre de Marguerite détruire l'avenir, avait été le bon. L'héritage de Marguerite, maintenant, n'était plus seulement de regrets et de douleurs, mais d'espoir et de renouveau.